Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 29 de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Si vous travaillez dans le secteur culturel, il y a des chances pour que vous soyez surmené, sous-payé et que vous perdiez espoir par rapport à l'avenir de votre métier. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai après 3 ans d'auto-entreprise et que je vois autour de moi, auprès de mes amis qui se sont lancés en même temps que moi et qui sont en début de carrière. Si c'est le cas, j'espère que cet épisode pourra vous aider. En effet, je voulais vous parler aujourd'hui de santé mentale, d'espoir, de comment vivre sa passion, son métier, d'une façon, je l'espère, la plus saine possible pour même lors des moments difficiles, essayer de garder un peu le cap parce qu'on peut vite le perdre. Si jamais le projet du podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications préférées, vous abonner ou alors suivre le compte Insta et partager les réels, etc. C'est vraiment la meilleure façon d'aider à visibiliser le podcast et il en a bien besoin aujourd'hui. Donc merci à vous si vous prenez le temps de le faire. Je vous souhaite une très belle écoute et plein de bonnes choses pour vos projets. J'ai enregistré cet épisode il y a quelques mois déjà et je ne l'ai pas sorti parce que j'étais pas contente du résultat. Et là, du coup, je me suis repenchée parce que c'est ce dont je voulais vous parler ce mois-ci et je me suis dit que j'allais le réécrire, etc. J'ai pris d'autres notes entre-temps et je suis retournée sur mon fichier de base, mais je le trouvais aussi intéressant et du coup, je savais pas comment le réécrire et j'étais genre, mais il y a trop de choses qui se... Voilà. Et je me suis dit, Louise, tu sais quoi, fais-le en freestyle. Donc, je vais prendre mes notes d'il y a quelques mois, prendre mes notes d'aujourd'hui et on va faire un petit mix, voilà. Et au pire, je reprendrai un petit peu au montage et tout aussi. Mais je pense que ça peut rendre quelque chose d'intéressant et j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne savent pas, parce que maintenant je ne me présente plus, mais je suis photographe et vidéaste dans le milieu culturel à Lyon. Et je suis spécialisée du coup en événementiel culturel et en portrait artistique. Voilà. À côté de mes prestations, j'ai aussi mon podcast et une boutique Etsy sur laquelle je vends ainsi que dans des marchés des tirages de mes projets artistiques personnels. Et voilà, je trouve que c'est important de resituer pour savoir un petit peu qui je suis et pourquoi je vous raconte tout ça. Aujourd'hui, je vais vous partager mes réflexions quant au fait de passer la barre des 2/3 ans d'auto-entreprise. En effet, moi, ce sera en décembre que je passerai les 3 ans d'auto-entreprise. Et je trouve que c'est quand même un cap important parce que c'est là où ton activité commence à être vraiment installée et que tu commences à être vraiment fatigué aussi parce que tu as passé tes 2 ans d'auto-entreprise. Et si tu es encore dans une instabilité niveau thune, c'est là où c'est vraiment fatigant. Et moi, c'est cette année-là, en fait, où j'ai commencé à vraiment avoir de la grosse fatigue, un gros burn-out, en fait. Et je voulais vous en parler parce que je trouve ça hyper important d'en parler avec vous et de voir ensemble comment essayer de faire attention à soi parce que c'est toujours la chose qu'on met en dernier quand on se lance dans ces projets et surtout aussi quand on est militant à côté. Mais ça, je vais vous en parler tout au long de l'épisode. Et sans transition, ça me permet de vous parler du premier sujet, de la première chose qui m'est passée par la tête cette année, de ma grosse réalisation en fait. C'est que depuis bientôt 3 ans, je vis dans des projections. Je vis en projection de 2 choses. Déjà, et ça fait bien 10 ans que je le fais, c'est que en tant que militante, je vis dans la projection d'un monde meilleur. Je vis dans les idéaux que j'ai et je me bats pour et je vois ça. Je me dis, mais voilà, si je fais cette action-là, ça va amener au fait que peut-être à un moment, si tout le monde, on fait ça tous ensemble et que ça va débloquer ces droits-là, ça va aider ces personnes-là, ça va nous aider tous ensemble et améliorer les conditions de vie de toute notre société. Du coup, il faut qu'on fasse ça pour machin, pour truc. C'est le but d'un militant, c'est de se battre pour ses idées. Et de même, dans mon métier, je fais la même chose. Je me bats pour vivre de ma passion, de mon métier de rêve. Et du coup, je vis dans cette projection-là de me dire un jour, je vivrai tranquillement et bien
de mon activité, de mon travail de rêve et j'accomplirai mes rêves. Et c'est complètement par là que passe mon self-care depuis 3 ans, c'est que je me dis, bah regarde, je me fais grave du bien, vu que je me fais confiance, vu que je vis à fond pour vivre de mes rêves, etc. Ça y est, mon self-care, il passe par là, je m'écoute, je fais ce que j'aime, voilà. Et j'avais l'impression en fait de me faire du bien en me battant pour mes idéaux et en me battant pour mon métier de rêve, quoi. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Loin de là. Bon, je vais pas vous faire un état de la société actuellement. C'est quelque chose qui me déprime beaucoup, qui me fait très peur, qui me provoque beaucoup d'angoisse. On n'est pas du tout encore dans une société idéale et sur plein de points, on s'en éloigne de plus en plus. Et pareil, au niveau de mon métier, la réalité du terrain, on va dire, c'est qu'au quotidien, il y a une énorme partie de mon métier qui n'est pas ma passion, qui n'est pas mon métier de rêve. Il y a une énorme partie qui passe par le surmenage, par des conditions de travail hyper précaires, par un gros burn-out cette année. Il y a une grosse partie aussi d'instabilité salariale énorme qui n'est pas du tout encore dépassée aujourd'hui, largement pas. Il y a plein de mois où je paye pas mon loyer. Où je demande de l'aide à mes parents et je sais que j'en ai vraiment la chance. Je dis que j'en vis parce qu'effectivement j'en vis quand même, mais j'en vis très 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 mal. Et voilà, c'est pas du tout beau tout rose au quotidien du tout. Et si on fait passer toute notre self-care et tout le moment où on est censé prendre soin de soi, si on se dit bah regarde c'est bon, je fais déjà le métier de mes rêves ou je me bats pour mes rêves et machin, je m'écoute, c'est pas du tout assez parce qu'on s'oublie au quotidien. Et ça, c'est vraiment la chose que je me suis rendu compte ces 3 dernières années d'auto-entreprise particulièrement, c'est qu'on ne peut pas vivre dans ses projections uniquement. L'espoir, le fait de rêver grand et de penser à plus tard, c'est notre moteur, je pense, en tant qu'artiste et militant. C'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous fait imaginer, c'est ce qui nous fait vivre sur plein de points. Mais c'est pas possible et c'est pas tenable de prendre que ce temps-là dans sa tête tout le temps. Il faut aussi penser à soi sur le chemin. Et ça, c'est vraiment la leçon numéro 1 que j'ai retenue. C'est qu'il faut vraiment prendre soin de soi sur le chemin. Parce qu'au quotidien, en fait, on s'oublie de ouf. C'est l'exemple que j'ai retenu et que je raconte à tout le monde. Coucou Elsa, si tu passes par là. C'est qu'il y a 2 mois à peu près, je suis allée chez une pote, j'allais pas bien à ce moment-là. On a juste pris un petit goûter chez elle et elle a étendu sa lessive. Je crois qu'elle le sait même pas, je vais lui raconter la prochaine fois, mais elle a étendu sa lessive. Et elle a pris 1 heure à étendre sa lessive pendant qu'on parlait. Mais quand je vous dis 1 heure, c'est vraiment 1 heure. Et je la regardais étendre sa lessive et j'étais genre, waouh! Parce qu'on papotait et que c'était son moment pour elle où elle prenait du temps pour elle à juste prendre soin d'elle doucement. Et en prenant son temps, à étendre ses petits vêtements, c'était un moment de détente, quoi. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que ça fait 3 ans que j'habite seule et que je fais du coup une lessive par semaine, on va dire. Et en 3 ans, il n'y a pas une lessive que j'ai pas étendue en courant. Et j'étais en mode, mais si je prends même pas le temps d'étendre ma lessive, quand je vous dis en courant, c'est vraiment en courant, c'est que moi, je me lève, je me mets devant mon ordi, je commence à taffer. Après, je me dis, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que machin. Ah putain, j'ai un rendez-vous ça après, ah machin et tout. Ma lessive, c'était toujours le moment où je la lançais, je l'oubliais parce que je pense pas à moi. Et j'allais l'étendre 1 seconde parce que je m'en rappelais à ce moment-là, 1 seconde avant de partir, du coup en courant. Et quand je vous dis ça, c'est tout le temps le cas, en fait. C'est pas une fois. Et en fait, toutes mes actions pour prendre soin de moi, elles sont comme ça depuis 3 ans. Je me maquille en courant, je fais mon ménage en courant. Alors, je prends quand même du temps des fois, je me fais des petits plats et tout, ça c'est trop bien. Mais même ça, j'ai eu de moins en moins l'habitude. Et au final, mes moments de self-care, entre guillemets, c'est me poser devant des vidéos et de rien foutre pendant des heures parce que j'ai plus l'énergie de prendre soin de moi. Et c'est bien des fois de regarder des vidéos, je dis pas le contraire. Mais quand tous tes moments de self-care, entre guillemets, c'est juste regarder YouTube ou Netflix, c'est pas vraiment du self-care. Tu passes à côté de plein de moments où ça pourrait te faire du bien de faire autre chose. Et en fait, toute mon énergie, toute ma tête, ça passait tellement par le taf ou le stress, la charge mentale, le tout ça, que quand je devais me reposer, j'avais plus l'énergie de vraiment me faire du bien. Et c'est vraiment un truc dont je me suis rendu compte en mars
notamment, c'est que c'était la première fois depuis très longtemps que je m'accordais une pause après un mois de travail, mais laisse tomber. Genre vraiment, c'était, c'était beaucoup trop. Genre vraiment, j'ai enchaîné des trucs, bref. Et en fin mars, début avril, je me suis dit, ah, let's go, pause. Je me suis dit, vas-y, prends-toi une petite semaine, tu fais rien et tout. Et j'ai déprimé de ouf. J'ai même passé une étape voilà, de dépression, hein, d'après ma psy, où juste, je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus rien faire, j'étais désespérée, j'avais vraiment, malgré ce mois-là, très peu d'argent. J'ai été séchée, mais séchée de ouf. Et il y a un moment où, en fait, souvent quand tu te lances dans tes projets à plein temps, bah tu pousses toujours. La corde, tu tires sur la corde tout le temps, tout le temps. Tu repousses tes limites tout le temps, tout le temps. Et à un moment, c'est plus possible, quoi. Tu peux plus... tu peux plus... Enfin, on est des êtres humains et à un moment, c'est juste plus possible. Et je dis pas par exemple que mon amie Elsa, elle travaille pas, elle travaille et je pense qu'on travaille tous. C'est juste qu'à un moment, quand t'es dans des conditions précaires et que t'es indépendant, bah tant que t'as pas assez d'argent pour vivre, tu vas te pousser au maximum, quoi. Et tu vas dire, bah je peux pas refuser ça, je peux pas dire non à ça. Les moments où t'as pas de taf, bah tu vas en chercher, tu vas toujours optimiser ton temps jusqu'à ce que un jour tu puisses avoir un salaire tous les mois à peu près décent. Sauf que si ce moment-là, il arrive au bout de 5 ans, bah en fait, c'est pas possible, quoi. Sur le chemin, il faut aussi prendre des pauses et prendre soin de soi. Et c'est très dur à faire quand justement tu as cette instabilité financière, quand tu as peur tous les mois de ce qui va se passer le mois d'après, quand tu te dis bah, si je refuse cette opportunité, ça se trouve je vais refuser, enfin ça va me fermer les 5 portes que ça aurait pu m'ouvrir. Et tu es dans une sorte de tunnel sans fin, de oui, oui, oui à tout, et tu t'oublies complètement, quoi. Je vais vous dire un peu tous les trucs déprimants maintenant. Comme ça, on va essayer de trouver des solutions et se faire du bien dans la suite de l'épisode. Parce que je pense que c'est important de dire la vérité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront s'identifier à ça. Et c'est important quand même de finir sur des notes positives parce que j'ai pas envie de vous déprimer complètement. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui ça va. Par contre, ça va parce que j'ai fait des moves en fonction. Et cet épisode, c'est un peu un warning pour vous dire aussi de faire attention à vous. Parce que moi aussi, je croyais que j'étais un super-héros. Moi aussi, je croyais que je pouvais me dépasser jusqu'à un moment illimité juste pour pouvoir aller bien. Et aussi prendre soin des autres sur le chemin. Et en fait, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, c'est parti pour vous dire tout ce qui va pas. Et ensuite, on remonte la pente ensemble. Ok. Déjà, financièrement, j'ai perdu toutes mes économies. Voilà. On va être honnête ici. J'avais pas mal de thunes quand je suis arrivée à Lyon parce que j'avais taffé toute ma life à côté de mes études et j'habitais chez mes darons donc je ne dépensais rien. Et du coup, j'avais quand même des petits sous en arrivant à Lyon qui ont complètement disparu aujourd'hui. C'est bon, j'ai plus d'argent. Maintenant, je vis un peu de façon flux tendu, on va dire. Voilà, j'ai pas d'économie et je recommence à demander des thunes à mes parents pour m'aider. Merci à eux, shout out, j'ai de la chance de les avoir et j'en ai vraiment conscience parce qu'il y a plein de gens qui ont, pour le même investissement que moi de temps de travail, ont dû finalement arrêter parce qu'ils n'avaient pas la chance d'avoir des darons qui étaient là derrière, donc ça j'en ai vraiment conscience. Donc ça m'a pris toutes mes thunes, ça m'a pris toute ma santé en vrai et ma santé mentale aussi, j'en ai grave eu conscience cette année. En fait, quand tu t'amènes à te fatiguer autant et à te prendre autant de charge mentale dans la gueule, tu finis à 100% en burn-out. Il n'y a pas 150 choix. Même si c'est le métier de tes rêves, tu finis en gros burn-out. Moi, c'est ce qui s'est passé cette année. Et même quelqu'un qui n'a pas de problème de neuroatypie, ça lui bouffe sa santé mentale, un burn-out. Et en plus, quand on est neuroatypique, je pense que c'est encore plus compliqué. Moi, ça m'a personnellement augmenté tous les troubles que j'avais déjà à la base. C'était très très dur de passer par-dessus. Et du coup aussi ma santé physique parce que c'est hyper relié. Et j'ai commencé à hyper mal bouffer, à très peu dormir, à mal
Enfin, vraiment pas prendre soin de mon corps, j'ai arrêté le sport, j'ai quand même arrêté de fumer sur la route, mais à part ça, j'ai vraiment pas du tout pris soin de moi. Ça m'a aussi beaucoup bouffé sur la partie pro-perso. Ça, c'est moi toute seule comme une grande hein, qui y suis arrivée, mais j'ai laissé mon travail prendre toutes les sphères de ma vie, prendre du coup tout mon temps, tout mon argent et aussi mon espace chez moi. J'ai installé mon studio chez moi. C'est quelque chose sur lequel je pense revenir actuellement. En effet, je pense en ce moment, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais à enlever toute ma structure de fonds pro, entre guillemets, donc avec des fonds papier, etc. Vendre tout ça et revenir sur un modèle où je fais des bookings dans des studios professionnels afin de ne plus recevoir des gens chez moi. Et du coup, ne recevoir que des gens avec qui j'ai, entre guillemets, confiance déjà, donc mes invités de podcast, et faire mes collabs artistiques à la maison, chill, comme je faisais avant en fait. Et ça, je pense que c'est un truc sur lequel je reviens beaucoup cette année, c'est revenir aux bases et refaire comme je faisais avant, quand ça allait bien. Et dans ma quête de reprendre soin de moi, je pense que prendre soin de mon appart et le faire vivre comme une maison, comme un vrai foyer, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui et qui est important pour moi. Donc ça en fait partie et je pense que ça va être le cas, honnêtement, j'y pense de plus en plus. Ça m'a bouffé aussi sur mes relations sociales, tout simplement parce que j'ai l'impression que mes potes de Lyon, j'ai quand même beaucoup pu prendre du temps pour eux, les voir, etc. Mais j'avais plus du tout la force en fait de m'occuper de mes autres potes et de prendre du temps avec eux. En fait, j'avais plus les sous déjà de les voir parce que rentrer, du coup, je pouvais les voir un peu. Mais quand j'étais à Paris, en fait, j'avais juste envie de dormir et de... C'était mon seul moment chez mes darons où je m'autorisais un peu à rien faire. Et encore, je travaillais quand même. Mais je veux dire, à chill et on me faisait à manger et c'était trop bien. Et du coup, j'avais même plus la force de sortir en fait. J'avais même plus la force d'aller voir mes potes. Et pourtant, Dieu sait que je les aime. Hein. J'avais plus la foi en fait de faire tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Je pense que je me suis éloignée de plein de gens en vrai cette année parce que j'avais plus le temps et l'énergie de prendre soin de ces relations-là. Pas forcément de m'occuper de mes potes, hein, ils se me demandent pas de m'occuper d'eux, mais il y a plein de fois où j'ai pas été là pour eux, et il y a plein de fois où j'ai pas juste pu entretenir mes relations parce que j'étais trop crevée en fait, et que j'avais plus l'énergie de rien. Surtout niveau message, enfin du coup c'est des relations qui s'entretiennent beaucoup aussi par distance, hein, à distance parce on n'est plus dans nos quotidiens. Et autre chose du coup que le travail m'a bouffé, c'est ma phobie des messages. Déjà à la base, j'ai une phobie des messages, mais là depuis, avec toutes les notifs, les trucs, c'était tout much pour moi et j'y arrivais plus. Donc voilà, je pense que tout le monde sait que j'ai une grosse phobie des messages, mais là c'est level up quoi. Ça m'a aussi isolée de mon entourage sur une autre facette, mais ça c'est logique et naturel et je pense qu'on a l'énergie, c'est ok d'avoir cette différence, mais quand on n'a pas l'énergie, c'est beaucoup plus compliqué de dealer avec cette différence-là. C'est que moi, la plupart de mon entourage proche à Lyon, c'est des gens qui ne font pas du tout la même chose que moi. C'est des gens qui aujourd'hui ont quand même des conditions de travail, même si c'est pas le max du max. Ils ont quand même des bonnes conditions de travail, on va pas se mentir. Et du coup, ça m'a beaucoup isolée là-dessus parce que j'avais pas un entourage qui me comprenait à 100%, quoi. Et pareil, ça on en reparlera dans les solutions. Mais du coup, je pense que ça m'a aussi fait encore plus réaliser cette année que voilà, j'avais des conditions de travail de merde. C'est que cette année particulièrement, mes potes, on va dire, sont sortis d'études et ont eu tous leur premier boulot, qui sont quand même des très bons boulots. Et du coup, ça m'a choquée, quoi. J'étais en mode, waouh, au même âge, et je trouve quand même pour une quantité de travail équivalente, même si j'ai pas fait de longues études du tout, je me suis donnée à fond depuis 3 ans. Pourquoi moi, j'ai pas le droit à être respectée dans mon travail, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je trouve que quand t'es pas respectée dans tes conditions de travail, c'est très dur au niveau de la santé mentale parce que toi-même tu te dis bah ça te dévalorise en fait et toi-même tu te dis bah peut-être je vaux pas de me faire respecter quoi.
Alors que si en fait vous valez carrément le coup et votre travail aussi, mais juste comme tout le monde vous traite comme de la merde, bah à un moment vous intégrez que que vous valez que ça quoi. D'ailleurs, ça c'est un truc qui touche particulièrement le secteur culturel, c'est l'image qu'on a de nos métiers. Quand vous parlez d'artistes et de milieu culturel aux gens, la plupart du temps, les gens vont se dire ah mais c'est un métier passion, ah mais c'est pas un vrai métier, ah mais machin, ah mais trucs. Et en fait toutes ces réflexions là, c'est tellement important parce que tu l'auto-intègres toi aussi. Du coup, tu acceptes des choses sous-payées. Ça te dévalorise encore une fois. Donc, pareil, niveau santé mentale, ça t'amène à des déprimes et un manque de confiance dans ce que tu fais. Et ça, c'est un truc dont on avait parlé dans l'épisode avec Elisabeth Medouni. Elle parlait de ça sur la banlieue, du fait que, en fait, si on dénigre les personnes qui habitent en banlieue, on sera moins à même de se battre pour leurs droits et de défendre leurs intérêts. Bah, c'est la même chose pour le milieu culturel. En fait, si on dénigre les personnes et leur travail, bah, en fait, on n'aura plus envie de se battre pour leurs droits et eux-mêmes se diront, bah, en fait, je vaux pas le coup, quoi. Donc, n'oubliez pas que la confiance dans ce que vous faites, c'est le plus important, c'est le nerf de la guerre. Prenez soin de vous, ayez confiance en ce que vous faites. N'oubliez pas que vous avez les pieds ancrés là et qu'il ne faut pas les bouger parce que c'est le plus important. C'est comme ça que vous allez réussir à défendre vos intérêts. Ne laissez personne vous dire le contraire, vraiment 100% quoi. Aussi, j'ai laissé de côté tout ce qui est vacances, etc. parce que j'avais plus les sous de le faire. Et je pense qu'on a fait le tour. C'est déjà pas mal. J'espère que ça va parce que c'est assez lourd à entendre, j'en ai conscience. Mais encore une fois, je pense que c'est important quand même qu'on se dise les choses. Et c'est important pour moi que vous sachiez aussi que vous n'êtes pas tout seul et toute seule dans ces problématiques-là, que vous n'êtes pas bizarre, que vous n'êtes pas en retard. Personnellement, quand je voyais tous mes potes du coup dans leurs études et leurs trucs, j'étais genre mais vas-y, je suis une grosse merde quoi. Mais non, c'est juste que ça n'a rien à voir. En fait, on fait des métiers bien différents, on n'a pas du tout les mêmes conditions de travail, on n'est pas du tout dans le même secteur, dans le même marché, dans le même tout ce que vous voulez. Et quand je vois, là ça peut peut-être vous choquer d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont pas dans le secteur culturel qui peuvent m'écouter aussi, peut-être que ça vous choque tout ce que je vous ai dit, mais c'est tellement pas un récit original. Je vous jure, notamment cette année, j'ai l'impression que cette année était très dure pour tout le monde, mais ce que je vous raconte là, c'est un récit que j'entends partout autour de moi en fait, et que tous mes potes qui taffent notamment tout ce qui est audiovisuel, secteur culturel, art vivant, etc. et vivent. C'est quelque chose qui est vraiment très courant dans nos milieux, malheureusement. On est aussi dans un milieu très précaire de base, et ça il faut pas l'oublier. Pas vous qui êtes en retard encore une fois, c'est pas que une question en fait de... C'est pas qu'une question de réussir à bien faire son démarchage, réussir à bien faire son marketing, ça, comme réussir à avoir déjà des produits de base qui sont attrayants et qui sont beaux, réussir à bien faire son travail, etc. Déjà, il y a tout ça, comme un entrepreneur normal. C'est déjà énorme, en fait, comme quantité de travail, c'est déjà beaucoup de réussir à tout bien faire personnellement. Mais c'est aussi notre milieu qui est en crise et notre marché qui est en crise, et ça, il faut pas l'oublier. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut vite oublier parce qu'on se remet en question nous-mêmes en premier lieu. Mais n'oubliez pas que c'est pas votre faute en fait. Et c'est vraiment le milieu qui est malade en fait. La culture, il n'y a plus de thunes. Il n'y a plus de thunes nulle part. Et ça fait peur. Je pense que c'est ça qui a fait mal au moral cette année, c'est qu'on avait encore de l'espoir, etc. Et que cette année, on a eu des baisses de sub encore de partout. Que voilà, on a eu plein de problématiques comme ça qui nous sont tombés dessus, et que les prochaines élections, etc., c'est pas des choses qui rassurent du tout, mais c'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte, et c'est quelque chose qui peut aussi vous faire en sorte que vous remettez moins en question vous-même. C'est pas de votre faute. C'est clairement pas de votre faute. C'est très dur. On s'en sort tout seul. On se bat tout seul. Mais maintenant, il va falloir aussi se battre en collectif. Et c'est ce que, pareil, une grosse réalisation que j'ai eue cette année, c'est que, en fait, quand t'es artiste, aujourd'hui, vu que t'as aucun accompagnement, le fait est que t'apprends à être entrepreneuse. Être artiste aujourd'hui, pour moi, c'est aussi être entrepreneureuse, parce que du coup, tu crées souvent ton auto-entreprise, ou alors, même si t'es en intermittence,
Pour moi, c'est la même chose. Tu cherches tes projets, tu vas essayer de comprendre comment réussir dans ton marché, dans ton secteur. Pas un gros mot d'être entrepreneur, hein, c'est une réalité aujourd'hui. Et plus on en prend conscience, et plus on pourra y mettre nos valeurs et les valeurs qu'on veut dedans. Mais être artiste, c'est aussi, en plus, devoir être militant aujourd'hui. Parce qu'on va devoir se battre pour nos conditions de travail de plus en plus, c'est déjà le cas, mais de plus en plus. Bon, déjà, pour moi, ça a du sens à la base parce que je fais pas de l'art juste pour moi. Je fais de l'art aussi parce que je sais que c'est regardé et que je veux y mettre, pareil, les valeurs que je veux et que je veux prôner. Mais même sans ça, c'est être militant pour soi parce que, encore une fois, là, il va falloir qu'on se bouge pour nos conditions de travail. Et je sais que c'est très dur quand on est déjà épuisé. Je crois vraiment que plus on est, moins on aura d'efforts à mettre dedans et plus ça marchera. Plus ce sera impactant. C'est pour ça notamment qu'on a créé l'Ecopen. Donc c'est un collectif qui vise à renforcer des ponts de solidarité dans la culture, à militer tous ensemble et à faire de la convergence des luttes, on va dire, en général dans le secteur culturel pour se battre pour nos conditions de travail et pour créer de la solidarité entre nous, donc se former entre nous, etc., etc. Je pense que ce genre de projet, c'est ça qui peut nous aider aussi à s'émanciper de tout ça et de toutes ces problématiques, de se rappeler qu'on n'est pas tout seul, en fait, et qu'on peut se battre tous ensemble pour un avenir commun plus reluisant que ce qu'on a là. Pour ce qui est des choses que j'ai apprises et sur lesquelles je ne reviendrai plus, alors déjà, c'est tout bête, mais j'y pense maintenant, mais pour les messages, pour la problématique des messages, j'ai décidé d'enlever toutes les notifs de mon tel et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Là, les seuls notifs que j'ai, c'est mes SMS avec ma MIF et voilà, juste 1 ou 2 groupes de discussion de potes, mais c'est tout. Et tout le reste, j'ai plus de notifications parce que c'était un sujet d'angoisse énorme que quand tu regardes ton téléphone, quand t'es dans un jour off et que t'as des notifs, bah en fait, tu penses au travail du coup. En plus, les notifs, c'est bien fait, c'est machin à commenter. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a commenté ? Votre post a fait tant de vues, tant de trucs. Bah du coup, t'es toujours amené à être en tension sur ton taf. Donc voilà, maintenant je regarde mes applis de travail quand je travaille et je m'interdis de regarder mes applis de travail quand je travaille pas. Et bizarrement, j'ai beaucoup plus d'énergie pour répondre aux messages. J'ai beaucoup plus d'énergie pour mettre cette énergie-là au bon moment. Parce que c'est ce que ça amène, en fait, le surmenage et la charge mentale. C'est que tu vas élargir tes heures de travail énormément. Tu vas travailler sur des plages horaires hyper larges, mais tu vas être très peu productif au final dedans. Et je sais que c'est des trucs de base, mais moi, je suis là pour vous rappeler les trucs de base parce que je sais que c'est ce qu'on oublie tout le temps. Mais franchement, faites des pauses. Juste faites des pauses. Il y a 1 jour par semaine, vous êtes censé pas taffer. Et encore, je suis sympa, je dis 1, pas 2. Mais je sais que quand on est précaire, on peut pas toujours s'arrêter 2 jours par semaine. Par contre, 1 jour par semaine, vous pouvez pas passer là-dessus. En fait, c'est vital, c'est obligatoire. Et c'est un jour que vous allez prendre où vous allez refuser toutes vos propositions de taf. Ça peut être modulable dans la semaine. Vous pouvez le prendre le mardi, des fois le vendredi, des fois le truc. Mais dans votre semaine, obligatoirement, 1 jour de pause. Et ça, on revient pas dessus. Il n'y a aucune raison qui fait qu'on revient dessus. Mais en fait, vous serez beaucoup plus productif à long terme si vous le faites. Et moi, c'est quelque chose qu'on m'avait dit dès le début et que j'ai pas suivi. Et maintenant, voilà. Voilà comment je suis. Au final, moi, les périodes où je me prends mon jour par semaine, c'est des périodes où je travaille beaucoup mieux et où je fais beaucoup plus de choses en plus. Donc, tout est bénef. Mais voilà, il y a 1 jour par semaine où je regarde pas mes mails, pas mes demandes de taf. Même si je dois rendre des photos, au pire, je serai en retard de 1 jour. Les gens, ça leur change rien. Voilà, il faut pas revenir dessus. Et pareil, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie entière. Mais je vais me planifier des vacances à l'avance pour à partir de la rentrée de septembre, là. Parce que jusqu'ici, en fait, j'acceptais toutes les demandes de taf. Et si j'avais 2-3 jours qui se suivaient sans travailler, là, je me prenais un petit week-end, des petites vacances, des petits trucs. Mais du coup, en fait, je passais ma vie à dire à mes potes, quand ils m'invitaient à des trucs, j'étais genre, on verra si je travaille ou pas. Bah non, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. T'acceptes ou t'acceptes pas la demande de ton pote, mais si t'as envie d'y aller et que tu veux accepter, accepte-le. Et ce jour-là, si t'as une proposition de taf, bah tant pis, tu vois. Mais moi, c'était toujours dans l'autre sens. C'était toujours genre, j'ai trop envie d'aller à ce festival avec toi. Pour une fois, en plus, j'ai les sous.
Mais en fait, j'aimerais bien quand même gagner un peu plus parce que ce mois-ci, j'ai encore pas gagné assez. Et du coup, si j'ai une proposition de taf entre-temps, je prendrai le taf. Donc je te dis au dernier moment. Et ça fait 3 ans que je fais ça. C'est pas sympa pour eux déjà. Mais bon, ils comprenaient, mais c'est pas sympa pour eux. Et c'est pas sympa pour moi en fait, parce que du coup je suis tout le temps et souvent on me propose du taf en plus au mauvais moment, donc voilà. Et du coup je suis tout le temps en mode je me mets de côté, encore, encore, encore. Et ça on oublie, mais c'est des preuves de non-amour pour soi-même. Moi je vois ça grave comme des petits points. Tu sais, quand il y a des fois où tu dis des choses qui sont dures à dire à quelqu'un, ou quand il y a des fois où tu fais des moves qui sont durs à faire mais qui te font du bien à toi, moi je vois ça comme des points de self-love. Et là, cette année, je me suis donné beaucoup de points de pas love. Et c'est quelque chose que je veux plus faire. Donc là, toutes ces décisions-là que je prends, ça m'apporte des points d'amour pour moi-même et ça me fait trop de bien. Et ça, je trouve, c'est trop important d'avoir une jauge hyper haute d'amour pour soi quand on est dans un travail difficile. Parce que vous allez avoir des gens qui vont continuer à mal vous parler, hein, même si vous faites du bien. Vous allez avoir des gens qui vont pas respecter vos limites. Vous avez des gens qui machin. Alors il faut que votre jauge de love en contrepartie, elle soit au max pour pouvoir envoyer chier tout ce monde-là. Ça, c'est une deuxième chose que j'ai appris cette année et que je savais depuis le début, mais qu'il fallait que je vraiment me prenne une claque pour l'apprendre. C'est apprendre à poser mes limites. Moi, à la base, je suis quelqu'un qui a pas confiance en soi, qui ne sait pas poser ses limites, qui accepte tout des autres, parce que j'ai été élevée dans le truc de il faut prendre soin des gens, mais j'ai pas été élevée dans le truc de il faut prendre soin de soi. Et du coup, moi, je me suis toujours mise de côté pour tout le monde, et allez-y, marchez-moi dessus, et allez-y, faites votre life et tout. Sauf que dans une auto-entreprise, c'est juste pas possible. Parce que du coup, ça peut vraiment nuire à ta carrière et carrément faire couler ton auto-entreprise. Juste ce petit truc-là. Si tu sais pas poser tes limites et que t'as pas confiance en toi et en tes offres, tu vendras rien. Tu ne vendras absolument rien. Donc déjà, j'ai pris du temps et vraiment beaucoup de temps à réussir à prendre confiance en mon travail et mes offres, alors que je suis professionnelle dans ce que je propose et que je suis fière sur mes appuis, quoi, je sais. Mais face aux autres, je l'étais beaucoup moins. Donc premièrement, vraiment se vendre et vendre son travail de la bonne façon et avoir confiance en ses offres, c'est pas se la péter en fait. Moi, j'assimilais toujours ça à ça. C'est déjà un truc beaucoup d'ailleurs qui vient du patriarcat, hein, quand même. Les femmes et minorités de genre ont beaucoup moins appris à avoir autant confiance en elles que des hommes cis. Et aussi, c'est un truc de personnalité, voilà. Si de base, t'as pas confiance en toi, en plus, c'est encore pire, quoi. N'hésitez pas à aussi travailler sur vous-même, à vous faire du bien et à prendre confiance en vous aussi dans votre vie perso, etc. C'est des choses qui, en fait, sont un apprentissage et c'est aussi positif de le dire. C'est que moi, c'est l'auto-entreprise qui m'a obligée aussi à faire attention à moi, à prendre soin de moi et prendre confiance et prendre ma place en fait et accepter de prendre de la place. On en revient toujours à la même chose. N'hésitez pas à écouter tous mes anciens épisodes sur prendre de la place et sur par exemple l'épisode avec Alan Agence. Voilà, on en parle tout le temps, mais prendre sa place, c'est quelque chose qui est super dur quand on n'est pas amené à le faire et qu'on n'a pas les représentations pour. Mais c'est le nerf de la guerre, quoi. Vous avez le droit de prendre cette place-là et vous la prenez à personne, c'est votre place. Donc vendez-vous bien et posez vos limites. Si vous avez des clients qui à la base vous le sentez pas parce que dès le départ ils ont commencé à faire des réflexions sur le prix ou sur le truc ou sur le machin, franchement n'y allez même pas. Et je le dis en connaissance de cause parce que je sais que au début on accepte tout et n'importe quoi parce qu'on est précaire et qu'on se dit c'est toujours 50€. Mais en fait on peut pas faire ça indéfiniment. Donc à un moment il faut se poser par exemple des deadlines en mode j'accepte les collabs / d'être sous-payé pendant tant de temps, mais après ça c'est terminé. Des collaborations ou des travails sous-payés, ça doit vous rapporter au moins autant en valeur derrière que les sous qui ne sont pas arrivés dans votre compte en banque. Genre, il faut par exemple que cette collab-là, c'est parce que vous allez être reconnu dans tel secteur ou que ça va vous offrir les portes de tel truc. Sinon, on n'en fait pas, c'est tout. Il n'y a pas à revenir là-dessus. En fait, il faut poser des limites claires parce que sinon, on se laisse emmener jusqu'à je ne sais où. Voilà, les collabs, il faut que ça ait un vrai intérêt pour les deux parties. Et pareil, si vous êtes sous-payé, c'est la même chose. Il faut que ça vous apporte un réseau de ouf.
ou rien. Et pareil, même si ça vous apporte tout ça, à un moment, il faut mettre des deadlines et dire je n'accepte plus d'être sous-payé maintenant, je n'accepte plus les collabs maintenant, parce que c'est pas viable en fait. Vaut mieux ne pas travailler que travailler sous-payé ou gratuit, parce que c'est des moments où travailler, ça vous coûte de l'argent. Et ça, on a du mal à se l'imaginer, mais travailler, si c'est sous-payé, ça te coûte plus cher que ne pas travailler. Parce qu'il vaut mieux prendre ce temps-là, soit pour prendre soin de toi, soit pour prendre soin de tes offres, de ton site, de tes projets perso, de ton auto-entreprise, plutôt que perdre du temps pour quelqu'un d'autre, pour le projet de quelqu'un d'autre, qui ne va rien t'apporter à toi, à part de la fatigue. Être artiste, ça devrait être un métier comme les autres. C'est pas le cas aujourd'hui malheureusement, mais ça devrait être un métier comme les autres. Ça devrait être un métier où, oui, on demande de l'argent pour ce qu'on fait et d'être rémunéré à hauteur. Et moi aussi, par exemple, j'aimerais que mon art soit accessible à tout le monde, mais je ne peux pas offrir mon art tout le temps en fait. Et c'est ça le problème aussi, je pense, quand on est militant, c'est qu'on a conscience que du coup, c'est pas accessible à tous et que c'est pas ok. Moi, je trouve ça hyper injuste que tout le monde ne puisse pas se payer de l'art, ne puisse pas avoir accès à cet art-là. Mais en même temps, il faut faire attention à soi sur le chemin. Et du coup, accepter et faire du bénévolat, c'est trop bien. Et quand on est militant, on le fait très souvent. Mais par contre, il faut le compartimenter. Parce que si tu le compartimentes pas, c'est terminé. Moi, c'est moi. Et d'ailleurs, Ectomorph en a parlé dans une de ses vidéos il y a pas longtemps et je trouvais ça hyper intelligent. Elle était en mode j'en ai marre qu'on me démarche pour du travail gratuit. Moi, si j'offre du bénévolat, c'est moi qui décide où je l'offre, mon travail gratuit. Et dans les modalités que je veux et dans le temps que je veux. Et en fait, c'est ça, le bénévolat à la base, c'est pas des gens qui vont vous démarcher en mode travail gratuitement pour nous, maintenant, machin. En fait, non, c'est toi qui vas te dire bah tiens, j'ai envie de donner mon temps. Tel temps par semaine à une asso. Je sais pas, moi, par exemple, je travaillais bénévolement du coup au Secours Pop il y a quelques temps. Et ben quand tu arrives au Secours Pop, c'est toi qui y vas. Tu remplis une fiche où tu dis voilà, moi j'aimerais faire ça. Voilà, moi j'aimerais te donner tant de temps par semaine. Et ils vont pas manger sur tes limites en fait. Ils vont respecter tes limites. Et c'est pareil dans le travail. C'est fou de devoir le dire quand même. Mais vous avez le droit d'avoir vos prix. Et vous revenez pas dessus. Et si les gens reviennent dessus, c'est qu'ils vont pas respecter votre taf. Moi, les gens qui m'ont le mieux payé, c'est ceux qui sont toujours le moins revenus sur mon travail après. Les gens qui m'ont le moins payé, c'est toujours eux en plus qui m'ont cassé les couilles ensuite en mode là j'aimerais ci en plus, ça en plus, machin. En fait, des clients qui respectent pas vos limites à la base, ils les respecteront pas après. Et c'est hyper dur de faire respecter ces limites. C'est des questions un peu qui vont avec le consentement, etc. De dire, moi je consens à faire ça, mais pas ça. Et si les gens ne respectent pas vos limites, votre consentement, vos barrières, etc., c'est qu'il ne faut pas travailler avec eux. Et j'ai pris trop de temps à le conscientiser. Encore en fin d'année de l'année dernière, j'ai eu des expériences horribles, je vous passe les détails. Et pourquoi je m'amène à ça en fait ? À un moment, je me suis dit, à quoi bon en fait m'amener à ça ? J'ai l'impression de moi me faire du mal, alors que c'est pas de ma faute, mais de moi me faire du mal en faisant ça, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. C'est ça qui amène au burn-out, c'est ça qui amène à la déprime, au mal-être, etc. C'est d'accepter que les gens nous marchent dessus. Moi, j'accepte plus. Même si c'est mon métier, même si c'est ma passion, même si c'est pour des valeurs militantes que je respecte à fond, à un moment, je pourrais pas tenir sur le long terme, je pourrais pas continuer mon art, je pourrais pas continuer mon militantisme si aujourd'hui, je fais pas attention à moi et aujourd'hui, je ne me respecte pas moi-même. Donc voilà, n'oubliez pas que pour tenir sur le long terme, si vous avez en plus des idées militantes, etc., vous tiendrez pas si vous vous épuisez à tort et à travers encore aujourd'hui. J'ai appris aussi à écouter mon instinct grâce à ça. Quand je sens pas un truc, j'y vais pas. Quand je sens un truc, j'y vais. Le truc dans l'entrepreneuriat créatif notamment, c'est qu'il y a plein de façons de réussir. Il y a plein de cocktails qui feront que ça marche ou pas. Il va y avoir plein de gens qui vont vous donner plein de conseils. Mais vraiment, faites ce qui vous plaît et ce qui vous parle. Et c'est comme ça que ça marchera le mieux. Faut écouter les conseils des gens, bien sûr, mais le faire à votre sauce aussi. S'il y a un truc que vous aimez pas faire, que vous sentez pas, qui est pas vous, ça sert à rien d'y aller. S'il y a un truc qui vous plairait, que vous sentez et dans lequel vous voulez vous investir, faites-le à fond. J'ai appris aussi à être ma meilleure amie et à m'encourager et à me féliciter quand je fais des choses bien et à arrêter de me blâmer quand j'arrive pas à travailler. Maintenant, s'il y a des moments où j'arrive pas à travailler, je travaille pas. Et je sais que je serai hyper productive juste à un autre moment. Et c'est la vie.
Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas à papoter en plus, c'est juste ça. Juste soyez sympa avec vous-même. On est des êtres humains. Si on fait pas tout bien tout de suite, ça fait pas de nous des mauvaises personnes. Pareil, si on prend des vacances, qu'on arrête de militer pendant un moment parce qu'on n'y arrive plus, qu'on arrête de travailler pendant un moment parce qu'on n'y arrive plus, qu'on repartage pas toutes les 150 000 cagnottes qu'on voit passer, toutes les 150 000 partages d'infos qu'on voit passer, si nous-mêmes on s'informe pas tous les jours ou on va pas en manif tous les jours, c'est pas, faut pas culpabiliser pour ça et c'est pas de notre faute en fait. C'est juste la vie, elle est dure et on fait ce qu'on peut et c'est déjà trop chouette que vous soyez des êtres humains qui en ayez quelque chose à foutre des autres. Donc soyez sympa avec vous-même et on peut peut-être se dire communément là, tous ceux qui m'écoutent, que peut-être on est un peu des êtres humains bien aussi. Et moi, toujours, je me remets en question. Je me dis, ah, là, j'ai mal fait ci, là, j'ai mal fait ça. Avec telle personne, j'ai mal interagi. Ah, là, j'ai peut-être oppressé cette personne parce que j'ai fait ça. Et très bien, c'est quelque chose qu'il faut garder, la remise en question. Mais à un moment, il faut des fois aussi respirer et se dire, putain, au moins, j'en ai quelque chose à faire des autres. J'essaye de faire les choses bien. Zut, voilà. Il y a des gens qui en ont rien à faire. J'essaye d'être un bon être humain et je pense que je le suis. Voilà, c'est des choses qui sont importantes à se rappeler. Le gros apprentissage, bien sûr, aussi à fond, c'est le fait de parler de tout ça avec des gens. C'est trop dur à vivre seul. Vous pouvez pas vivre ça seul. Je sais qu'il y a des gens aussi qui ont des problèmes avec les interactions sociales, IRL, etc. Il y a aussi plein de forums qui existent. Il y a plein de Discord, de groupes de discussion, de choses en ligne. Il y en a plein dans la vraie vie. Il y a plein d'afterwork, de groupes de discussion, de rencontres, de réseautage. Voilà, 100% vous pouvez trouver dans votre ville des gens qui font la même chose que vous. Des fois, c'est plus facile que d'autres si vous venez d'endroits un peu isolés. Mais en ligne ou IRL, il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui parlent, il y a même d'autres podcasts qui existent, hein, même si c'est pas parler avec quelqu'un, ça peut être écouter des influenceuses voilà, qui parlent de toutes ces problématiques-là. Et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. C'est vraiment, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que vous ne pouvez pas vivre ça seul, c'est trop dur. C'est vraiment trop dur et il faut des gens qui vous comprennent vraiment. C'est trop bien d'en parler avec la famille, c'est trop bien d'en parler avec les amis, mais s'ils ne sont pas concernés, ça va pas nous apporter autant et ça va nous apporter plein d'autres choses. Par contre, c'est trop bien de parler avec des gens qui font pas du tout la même chose, ça va nous apporter plein de regards, etc. Mais il faut que vous ayez un endroit où vous pouvez vous exprimer avec des gens qui vivent la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que dans le militantisme, on fait plein de groupes de discussion non mixtes sur des sujets hyper précis. C'est que c'est reconnu en thérapie que ça aide les gens de parler avec des gens qui vivent la même chose. Et du coup, il faut qu'on fasse pareil dans nos métiers. Si c'est une problématique, là, votre métier en ce moment qui vous fait du mal, honnêtement, pas que du bien, mais aussi du mal, il faut que vous puissiez en parler avec quelqu'un. Et pareil, quand vous avez des bonnes nouvelles, il faut pouvoir le fêter aussi. Et du coup, c'est important de le faire aussi avec des gens qui vous comprennent. Voilà, ça je le redis, mais vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas à rester seul. Et ça, c'est trop important. Pareil en collectif, si vous voulez apprendre à militer dans votre métier, il y a plein de choses qui existent, de syndicats, d'assauts, de collectifs, de choses. Si vous habitez à Lyon, moi je pense que j'en connais une quarantaine au moins. À Paris, j'en parle même pas. Et dans les autres villes, c'est sûr qu'il y en a qui existent. Moi, j'ai plein de potes qui ont même des compagnies de théâtre au fin fond de la Pampa, des groupes de ciné au fin fond de la Pampa. Enfin, il se passe des choses aussi en campagne. On pense souvent aux villes quand on pense à l'art et c'est normal parce que c'est un peu le plus facile. Mais même la ruralité en France se redynamise niveau culture. Il y a plein de gens qui ont envie de porter des projets et qu'on peut rejoindre. Donc renseignez-vous vraiment. Je suis sûre qu'il y a des choses qui existent dans beaucoup d'endroits. Des fois, on le voit même pas. Mais et vous-même, vous pouvez construire votre propre communauté si chez vous, ça n'existe pas. Ça demande, du travail et de l'énergie. Mais moi, personnellement, le collectif Les Copaines, par exemple, même s'il me prend beaucoup de charge mentale et beaucoup de travail, il m'apporte aussi beaucoup. Et c'est ça le principe d'un bénévolat associatif, par exemple, et militant. Ça vous apporte autant en énergie, en espoir, en amour, en preuve sociale que ça peut changer les choses, etc., que ça vous coûte en temps et en énergie. Voilà. C'est censé aussi vous apporter plein de choses.
Donc c'est tout ce que je vous souhaite, que vous trouviez une structure ou que vous en créiez une pour que ça vous apporte tout ça et que vous apportiez tout ça à d'autres gens aussi. On n'a pas à rester seul avec nos problématiques. Ça c'est pareil, c'est un truc que je savais avant mais qui fait du bien de se rappeler, c'est qu'il faut avoir des passions qui n'ont pas rapport avec mon travail. Et moi pareil, il faut que je réapprenne à avoir des passions qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire juste, je sais pas, passer du temps à trier mes vêtements, à faire de la couture comme je faisais avant, à lire, à écrire, à faire de la cuisine, à faire du sport, à aller marcher dehors dans la nature. Ça, c'est un truc qui me fait trop de bien. Voilà, il faut des passions qui n'ont rien à voir avec notre métier. C'est ça qui fait vraiment... Pour le reste des conseils, en fait, moi, j'aurais 1000 conseils d'orga à vous donner pour sauvegarder votre santé mentale. Mais je pense que ce sera l'occasion d'un prochain épisode. Et c'est des conseils que je vous ai déjà donnés en plus pour certains dans d'autres épisodes. Vous pouvez les retrouver dans mes épisodes solo. C'est les épisodes qui ont un fond vert sur la miniature. Et souvent, il y a beaucoup d'épisodes qui sont sur l'orga. Donc je sais que j'ai un épisode sur comment gérer ses sous, comment créer son auto-entreprise. Je parle beaucoup d'orga dedans aussi. L'épisode sur la com. J'ai pas fait vraiment un épisode 100% organisation pour l'instant, mais c'est des conseils qui sont quand même éparpillés beaucoup dans les autres épisodes, donc n'hésitez pas à aller écouter ceux-là, parce que pour moi, l'organisation, c'est quelque chose qui est très important pour la santé mentale. Être bien organisé, compartimenter les choses, c'est ce qui va vous permettre de vous dégager de l'esprit, du temps pour vous à côté. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. C'est tout ce que je vous conseille. Et en attendant, je sais pas comment conclure ça, mais moi, je vous dirais juste faites attention à vous, prenez soin de vous. Vous êtes très courageux et courageuse de vous lancer dans vos projets et c'est trop bien. Il ne faut pas oublier que c'est aussi beaucoup de bonnes choses. Là, vous êtes en train de créer un avenir qui vous plaît. Et c'est génial, et il faut vraiment pas oublier ça. Vous pouvez être fiers de vous, mais il faut pas oublier de se faire kiffer aussi. Il faut pas oublier de faire des projets qui nous font kiffer aujourd'hui. Il faut pas oublier de s'écouter. Il faut pas oublier de prendre soin de soi. Il faut pas oublier de voir ses proches, de voir ses amis, sa famille, d'entretenir ses relations. D'entretenir ses relations avec soi-même aussi, de prendre des pauses, du temps pour soi, de juste rien faire et d'accepter qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas parfait et qu'on n'est pas les meilleurs tout le temps et qu'on a le droit aussi de juste rater, on a le droit de pas vivre encore de son auto-entreprise, on a le droit de même prendre un travail à mi-temps si on n'arrive pas à finir ses fins de mois, on a le droit d'arrêter aussi d'ailleurs, on a le droit d'arrêter si c'est trop et c'est pas du tout la honte et vraiment si vous faites du bien, c'est le principal. Donc juste, c'est ça, faites-vous du bien et prenez soin de vous à fond. Il n'y a que vous qui pourrez le faire. Et encore une fois, il y a des gens qui ne respecteront pas vos limites, il y a des gens qui vous marcheront dessus ou tenteront de le faire. Il y a des conditions de travail qui ne seront pas acceptables. Il y a la réalité du marché qui fait que peut-être qu'il y a des moments où on n'en vit pas. Ne vous blâmez pas pour tout ça. Restez fiers sur vos appuis et n'acceptez que des choses que vous voulez vraiment accepter. Et c'est le cap à tenir pour moi. Rester à flot sur la tempête de la culture en ce moment. Oui, c'est difficile, oui, le milieu est très compliqué, mais il y a aussi plein de belles personnes dedans. Il y a aussi plein de beaux projets. Et plus on prend soin de nous et plus on fait attention à nous, et plus on pose nos limites, et plus notre petit radeau sera ramené vers les bonnes personnes, vers les bons projets, vers les choses qui nous font du bien. Voilà, je pense que cet épisode parlera beaucoup aux gens qui ont peut-être des petits manques de confiance en ceci, du mal à prendre leur place, etc. Plus vous prenez toutes ces petites parties-là de parcelles de confiance, de choses, plus vous serez amenés vers les bonnes plages paradisiaques et pas celles qui vous feront du mal. Voilà, le mal, il est partout là, en ce moment, ça va pas trop. À vous de vous faire du bien et de prendre soin de vous pour que ce mal-là ne vous atteigne le moins possible. Et encore une fois, ce n'est pas votre faute, c'est très compliqué et voilà, vous n'y êtes pour rien.
mais on peut commencer à quand même poser des barrières à ceux qui nous font pas du bien. Voilà, c'était un épisode très spécial parce que c'est très personnel et tout à enregistrer. Je sais que j'ai sûrement aussi un ton de voix qui est pas aussi enjoué que d'habitude. Mais encore une fois, moi, tout va bien, vous inquiétez pas. J'ai de bonnes perspectives là pour me faire du bien justement et pour prendre soin de moi. Donc ça va aller de mieux en mieux. Et puis, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets. Je vous souhaite vraiment, vraiment plein de bonnes choses. Je vous souhaite de bonnes nouvelles. Je vous souhaite de travailler avec des gens qui vous respectent parce qu'il y en a plein aussi. Je vous souhaite de vivre de ce que vous faites et je vous souhaite de le vivre bien aussi. Voilà, j'espère que cet épisode pourra vous aider. Je serais curieuse de vos retours en vrai. N'hésitez pas à apporter vos témoignages, vos commentaires, vos retours, me dire ce que vous en pensez. J'espère avoir pas trop trigger, ni heurté, ni oppressé personne avec mes mots et la façon dont je les disais. Mais voilà, prenez soin de vous. C'était chouette d'enregistrer ça et j'espère que ça pourra vous aider un peu dans tout ça. N'hésitez pas à soutenir le podcast. En ce moment, le gros problème que j'ai, c'est la visibilité. Donc, si vous pouvez m'aider là-dessus, ce serait trop sympa de votre part et ce serait trop chouette pour moi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. On va avoir un super épisode en juin avec une personne trop chouette. Et en juillet, pareil. Donc, je suis très contente. Et je prendrai peut-être une pause en août, je vous dirai. Mais d'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous!